On en parle de plus en plus aujourd'hui. Le SOPK, l'endométriose, deux maladies qui vraiment de plus en plus affligent la gente féminine. Ces femmes, c'est pour vous que nous sommes là aujourd'hui. Dans Confidente de l'ombre, nous recevons une femme qui, elle, souffre à la fois de ces deux maux-là, mais qui parvient à vivre une vie épanouie, est toute souriante. Et son sourire, je vous le montre, elle s'appelle Abigail. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment tu te sens sur les médias? Bien. Je suis à l'aise, ça va. Ok. Alors, j'aime le fait que tu dises toujours que tu vas bien. Oui, je vais bien. Et le fait que tu dises que tu vas bien, mais que tu dises aussi que tu es malade. Parce que tu ne caches pas, tu es malade, tu es souffrante, mais ça ne t'empêche pas d'aller bien. Oui, je vais bien. Alors, à quel moment est-ce qu'on t'a dépisté l'endométriose et les SOPK? Je vais commencer par le syndrome des ovaires polykystiques. C'est depuis que je suis adolescente. Déjà, j'ai eu des menstrues très tard, 13 ans, 14 ans. Et quand bien même ça a commencé à sortir, c'est pas venu comme tout le reste. La première année, j'ai saigné une fois. La deuxième année, j'ai saigné 2 fois. La troisième année, les 2 premières années, on se disait, bon, c'est peut-être parce que ça vient de commencer et tout, ça va prendre. Mais la troisième année, quand c'est venu avec des douleurs et c'est là où on a commencé à s'inquiéter. Mais déjà, à 13 ans, tu avais déjà forcément des camarades qui avaient l'oreille. Oui. Comment toi, oui, tu te sentais? Tu t'interrogeais, tu te posais des questions? Si, je me posais des questions de savoir, mais comment moi, j'ai pas encore mes menstrues et tout. On disait que non, il y a des personnes qui ont ça à l'âge avancé, beaucoup plus tard. Donc, je me disais, ok, tôt ou tard, ça va venir. Mais tu te disais pas qu'il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là, tu ne soupçonnais aucune maladie? Pas du tout. Et donc, quand tu es si jeune et que tu as des problèmes gynécologiques, tu n'as pas encore mis le doigt dessus. À 16 ans, on n'avait pas encore fait de diagnostic. Pas du tout. Ça a commencé tôt, oui, 14, 15, 16 ans. Je commence à aller à l'hôpital. Le médecin me demandait comment est-ce que tu te sens, quels sont les symptômes et tout. Tu expliques. Il te dit, ok, je vais te prescrire des examens, mais il est fort probable que ça soit ci, ce soit ça. On me disait soit c'est le syndrome des ovaires polykystiques, il y a la ménopause anticipée, tout ce qui va avec. Tu te demandes, mais à 16 ans, ménopause anticipée, on parlait de ménopause et une enfant de 16 ans. Justement, on te parle de ménopause anticipée, tu te demandes, mais ça sort d'où et tout. Et il avait aussi souligné un problème d'hormones. Oui, ça peut aussi être un problème d'hormones et tout. Donc, je fais les examens, on ne voit rien. Mais est-ce qu'on te prescrit des hormones? On me prescrit des hormones, on me prescrit des pilules. Je quitte de 70, 75 kilos, je me retrouve à plus de 90 kilos, 100 kilos. À 16 ans? Oui, je commence à prendre du poids parce que les pilules, les hormones, c'est pas donné, ça donne énormément de poids. Mais ça sans effet, c'est sans résultat, étant donné que ça ne coïncide pas avec le bon sans résultat. Le principe était de trouver une solution, mais sincèrement, non. Moi, je me suis dit que au contraire, ça m'a plutôt détruit la vie. Oui, ça a plutôt empiré la situation. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'à l'époque, parce que tu as quand même plus de 30 ans aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la bonne information relativement à ces maladies-là? Je me suis dit ça aussi parce que après, il y a rupture. Donc, je passe par 1 an, 2 ans, je n'ai pas de douleur. Oui. Mais après, ça recommence. Et quand ça recommence, ça vient intensément. Donc, la douleur a quadruplé, je peux dire. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement? J'ai quel problème et tout? Je recommence à aller à l'hôpital. Et même jusque-là, je fais les examens, je fais les échographies, on ne voit rien. Et comment est-ce que toi, tu vis ça dans tes études? Tu es encore élève à ce moment-là? Oui, je suis encore élève, mais sauf que après le décès de mon papa, je suis pas allée à l'école longtemps. Après son décès, j'ai fréquenté encore peut-être 2 ans, j'ai arrêté après. Donc, en plus d'être malade, tu as dû supporter de finir orpheline. Oui. Donc, ça fait que j'ai arrêté l'école tôt. En seconde, j'ai arrêté l'école. Donc, j'avais le temps, je peux dire, d'aller à l'hôpital tous les jours. C'est pas drôle. C'est pas drôle de se dire qu'on a eu le temps d'aller à l'hôpital tous les jours. Oui, j'avais le temps d'aller à l'hôpital tous les jours. Donc, il n'y avait pas l'école pour m'empêcher de faire tout ça. Je dis ça comme ça.
Oh là là. Mais tu souffres quand même. Et qui as-tu à ce moment-là près de toi quand tu as Ma toutes ces douleurs? maman, ma mère, ma grande sœur, mon grand frère, bien que eux, ils ne sont plus avec nous, ils sont déjà chez eux. Ma mère. Ta maman. Mais est-ce que elle a eu ça? Est-ce qu'on t'a pas, tu n'as pas à un moment soupçonné peut-être des causes Personne génétiques? n'a eu ça chez nous, personne. Vu que j'ai demandé, ma mère m'a dit, j'ai jamais eu ce genre de problème. Dans ma famille, personne n'a eu ce genre de choses. Même les kystes, les myomes, qu'on m'a dit que quelqu'un a été opéré un jour, des myomes, machin, personne n'a eu ça, personne. Mais nous sommes en Afrique, est-ce que quelqu'un ne t'a pas dit c'est un essentiellement un mauvais sort? Étant en Afrique, on sait que c'est courant quand il n'y a pas d'explication médicale. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que parfois on peut être malade et que les ondes négatives qui nous entourent peut-être empêchent qu'on puisse découvrir la maladie, parce que à force d'être allé à l'hôpital, dépenser de l'argent, tu te retrouves à 17 ans en train de chercher le boulot, de chercher du travail par-ci, par-là, et ton argent ne te sert qu'aller à l'hôpital pour faire les examens. On te dit qu'on ne voit rien. Ta mère, le mois prochain, te donne l'argent, tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, on ne voit rien. Et ce ne sont pas des examens qui coûtent moins cher. Donc, à un moment donné, je me suis fatiguée. J'ai dit, OK, je vais laisser tomber. Je ne pars plus à l'hôpital parce que ça ne sert à rien que j'aille dépenser. Au lieu tu pars, tu dépenses 200 000, 300 000. Tu n'as pas de solution. On n'arrive même pas à te dire ce que tu as. Je suis restée comme ça pendant près de 2 ans. Près de 2 ans, j'ai découvert, on m'a envoyé, va voir tel gynécologue, va voir l'autre, va voir l'autre, va voir l'autre. Sauf que c'était la même chose. Le dernier que je suis allée voir, c'était la même chose. Il n'y avait pas de suite. Donc, après ça, vu que je suis très, très croyante, et je confie à Dieu, je m'ai prié. J'ai ma maman qui est pasteur. Elle me met dans un programme de jeûne et de prière. Et c'est après, je fais peut-être 3 mois de programme de jeûne de prière. C'est après ça qu'elle me dit, essaye de rentrer à l'hôpital. Peut-être maintenant, grâce à la prière et tout, on va voir. C'est comme ça que je repars voir le dernier médecin. Je me dis, je vais repartir chez qui, vu que j'ai été chez plusieurs médecins et tout. Je repars voir le dernier chez qui j'étais. Je lui explique que j'étais là et tout. Il va mon canne. Il me dit que oui, je t'avais prescrit des examens comme ça. On avait fait une échographie endovaginale et tout, mais moi, je n'avais pas vu grand chose. Mais je soupçonnais que ça soit l'endométriose, vu les symptômes. Je dis l'endométriose, j'en ai jamais entendu parler. C'est comme ça qu'il me dit, OK, on va refaire les mêmes examens. On refait l'échographie endovaginale. Il sent quelque chose. Il dit, hey, c'était pas ça la dernière fois. Il sort les fichiers, il revoit les autres fichiers de la dernière fois où on ne voyait carrément rien. Mais cette fois-ci, on voit. Il me prescrit l'examen approprié. Je fais l'examen et exactement, c'était ça, l'endométriose. Je lui demande donc, l'endométriose, c'est quoi? Il se met à m'expliquer, il m'explique. Je lui demande, c'est dû à quoi? Il me dit, plusieurs choses. Lors des saignements, il y a des tissus. Il commence à expliquer la médecine et tout ce qui va avec. Je ne comprenais rien. Je prends mon téléphone, je tape et tout. Je commence à scroller, à regarder. Allez, je dis, mais c'est exactement ce dont je souffre, parce que quand j'ai mes menstrues, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal à la vessie, j'ai mal jusqu'au niveau du rectum. Donc, la douleur est tellement intense que parfois même m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir parce que j'ai mal partout. Et c'est comme ça tous les mois? Tous les mois. Quand tu veux uriner, tu te mets à hurler comme un bœuf parce que tu as mal à la vessie. Et tout ça, il me dit effectivement, je demande donc, mais est-ce qu'il y a un traitement? C'est là où il a fini avec moi. Comme on dit au quartier. C'est là où il m'a tué. Il me dit non, il n'y a pas un traitement. Il me dit il n'y a pas un traitement genre définitif, pour dire que définitif. Comment on soigne le paludisme. Voilà, comment on soigne le paludisme, non. Il y a juste des méthodes pour t'amener le processus de ne plus se développer, les cellules de ne plus se déplacer. Il y a une hygiène de vie pour t'amener à vivre avec. Il y a, et ça dépend à quel niveau est-ce que la maladie a déjà atteint. Il me demande tu as quel âge, je lui donne mon âge. Et il me dit que tu as un enfant, je dis non. Il me dit je te conseillerais de faire un enfant le plus tôt que possible. Je le regarde. Je dis, comment ça donc? Il me dit que oui, parce que l'endométriose est déjà en train de s'attaquer à tes trompes.
tes trompes sont encore là, tes ovaires sont encore là, mais sauf que d'ici 2 ans, il est fort probable que tu n'aies plus soit une trompe, soit... C'est là où... Le délai, il est court. En Oui. 2 ans, fabrique un enfant, fabrique le père d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe en 2 ans? Pas du tout. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le j'ai compris là, c'était juste pour comme ça, mais j'ai compris en ce moment-là que parfois, c'est pas la maladie qui tue. C'est l'information que tu as de la maladie qui tue. Parce que j'ai porté cette maladie dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit. C'est-à-dire, j'étais perdue. Je me disais, mais mon Dieu, comment ça? Il peut arriver que je ne fasse pas d'enfant. Il peut arriver que je sois malade toute ma vie. Et quand je parle des documentaires, je me rends compte que même chez les Blancs là-bas, eux qui ont... Une science un peu plus avancée. Voilà, un peu plus avancée, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont préféré qu'on leur enlève l'utérus Oui. parce qu'elles ne supportaient plus la douleur. On te prescrit un traitement aujourd'hui, tu te dis que ça va marcher, ça ne marche pas. Le mois prochain, on change, ainsi de suite. Chaque mois, on essaye de te dire, ok, prends plutôt ceci, prends plutôt cela. Les antidouleurs, alors, n'en parlons plus. J'en ai des paquets à la maison. Parce que tu achètes un paquet aujourd'hui, tu vas prendre 2 comprimés, ça va apaiser la douleur là tout de suite. Mais après, quand la douleur va revenir, quand tu vas prendre, ça ne fait plus rien. Demain, tu ne peux pas voir le médecin, il prescrit encore un autre, ainsi de suite. Entre-temps, on ne fait que te pomper les pilules. Parce que plus tu saignes, les cellules de l'endomètre se déplacent. Oui. Et ce sont ces cellules-là qui viennent recouvrir ton utérus. Et c'est ça qui fait la masse et c'est ça qui te crée des douleurs. Donc, parfois, il faut te prescrire des pilules pour couper le saignement. Donc, tu vas prendre des pilules où tu vas faire 2 mois, 3 mois sans saigner. Et tu sais que là, c'est un autre problème encore. Parce que quand tu fais des mois sans saigner, tu es en train d'accumuler les déchets dans ton organisme. Mais c'était pour que je me souffle un peu avec la douleur et que les cellules ne se déplacent plus. Mais sauf qu'après 3 mois, il faut recommencer à saigner encore. Donc, on te prescrit encore d'autres pilules pour t'amener à saigner pour que les déchets la sortent. Donc, j'étais entre pilule pour ne pas saigner, pilule pour saigner. Et je ne fais que prendre le poids. Ah. Oui. Et donc, est-ce que tu as arrêté le traitement à quel niveau? J'avais, à un moment donné, vu que ça ne marchait pas, j'ai décidé d'arrêter. La dernière fois que j'étais allée voir mon médecin, j'étais vraiment en larmes parce que j'ai fait 2 jours non-stop de douleur. Et vous imaginez qu'en ce moment-là, la période-là, la maladie était tellement intense que j'étais couchée 3 semaines sur 4 semaines. Ah. Parce que oui, à un moment donné, tu as des dysménorrhées secondaires. Donc, tu as mal 1 semaine avant les menstrues, tu as mal pendant les menstrues, tu as mal après les menstrues. Donc, j'étais couchée 3 semaines sur 4 semaines. Tous les jours, j'étais couchée, j'étais malade, je souffrais. J'étais arrivée à un niveau où il fallait m'injecter le Trabat avec le diclofénac. On mélangeait les deux pour m'injecter. Pour calmer la douleur. Que la douleur baisse. Parce que les comprimés ne faisaient plus absolument rien. Aujourd'hui, on a oublié ce que le ndolé représente. On le mélange, on le salit, on le trahit. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il y a la terre, il y a le soleil, il y a la pluie. Et surtout, il y a des femmes. Des femmes venues de partout, du village à la ville. Différentes, mais unies par une même volonté, avancer. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 femmes qui travaillent chaque jour avec Ndolé Kam. Des dizaines de tonnes de légumes transformés chaque mois et des centaines d'agricultrices locales, accompagnées et rémunérées équitablement. Ici, chaque travail compte. Chaque feuille crée un revenu. Chaque sachet change une vie. Chez Ndolé Kam, chaque feuille est cueillie avec soin. Chaque feuille est lavée encore et encore. Parce que ce que vous consommez doit être digne de vous. Nous travaillons avec les agricultrices locales. Nous valorisons les productions du territoire et nous construisons une chaîne durable ancrée dans nos communautés. Quand vous choisissez Ndolé Kam, vous ne prenez pas un produit, vous soutenez un rêve, vous soutenez des femmes. Vous protégez un patrimoine.
C'est horrible à vivre, ça. Ah, ça. C'est une vie d'hôpital, une vie de pharmacie, une vie de Hôpital, laboratoire. pharmacie, laboratoire, tu te retrouves en train de faire échec, tu ouvres un business, tu n'es jamais là, les clients se plaignent, madame on vient, vous n'êtes jamais là, c'est toujours fermé, je dis laissez seulement. Donc tu perds en clientèle, ton business est là, ça pourrit, tu ne trouves pas quelqu'un pour gérer, mais entre-temps tu es en train de sortir de l'argent à l'hôpital. Un argent que tu ne parviens même pas à Un travailler. argent que tu ne parviens pas à travailler. Et l'hôpital qui te demande de Et- faire un enfant. À quel moment tu as le temps de trouver le temps d'un enfant? C'est même arrivé à un moment où je me disais, bon, ok, il faut que je cherche à avoir un enfant avec quelqu'un. Mais avec quelqu'un qui, c'est pas parce que tu es en Oui. urgence que tu vas faire l'enfant avec n'importe qui, tu vas te lever un matin, tu vas dire que bon, je vais essayer d'avoir l'enfant avec celui-ci ou avec, non. À un moment donné, j'allais même plus à l'église. J'ai fait 2 semaines, 3 semaines ça à l'église. Un matin, ma mère m'appelle. Ma marraine, celle qui est pasteur, elle m'appelle, elle me dit, donc moi je suis en train de prier pour toi ici, toi tu es là en train d'appeler la mort, parce que oui j'étais arrivée à un niveau où j'appelais la mort, vu que quand les douleurs étaient intenses, je disais à Dieu que mais j'ai comme l'impression que tu n'es pas en train de voir, tu ne vois pas ma douleur en fait, c'est comme si pour toi je souffrais plus, donc si c'est que c'est la mort vraiment, bête à la mort vient me prendre, je meurs donc. Et après son message et tout, j'ai recommencé à aller à l'église, C'est après ça que j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose, je vais faire confiance à Dieu. Je vais plus penser à la maladie, J'étais même arrivée à un niveau où j'ai dit à Dieu que bon, que je fasse l'enfant, que je fasse pas l'enfant, ça ne va pas changer le fait que tu sois Dieu. Ça ne va pas changer ma vie en tant que telle. Oui, au regard de certaines personnes, parce que je me retrouve dans des relations où dès que tu évoques le problème là, la personne disparaît. Donc tu comprends que en fait, les gens ont encore cette mentalité là selon laquelle quand une femme ne peut pas faire d'enfant, Elle n'est pas, entre guillemets, mariable. voilà, elle n'est pas entre guillemets mariable. J'ai eu une demande en mariage en 2023 et quand la maladie a recommencé et tout, j'ai expliqué à la personne et il m'a dit tu es trop malade, tu as trop de problèmes, moi j'ai des projets, j'ai pas besoin d'une femme qui va venir m'empêcher de réaliser mes projets, nanana. Bon, il est parti. L'autre là, j'ai pas pleuré parce que j'avais déjà une maladie qui me faisait pleurer tous les jours, donc je n'avais pas la force. Mais quelle En force! plus de ça, de pleurer pour quelqu'un qui te dit que il ne peut pas être là pour toi, donc voilà, c'est bon, mais ça suscite après de la peur. Parce que tu te dis, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, Ce sera le même scénario. voilà, ça sera pareil, ça sera la même chose. Mais après, je te dis, voilà, il faut avancer, il faut trouver la force, l'énergie ailleurs. Et je continue ma vie normalement. Je décide de faire confiance à Dieu. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et cette fois-là, je suis allée, j'ai dit à mon médecin d'or que je ne peux plus supporter. J'ai eu 2 jours de douleur intense, non-stop. On m'a injecté, tout ce qu'on m'injectait d'habitude, rien. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, doc, vous savez quoi, opérez-moi. Hystérectomie? Opérez-moi. Il me regarde, il me dit, ma fille, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis habituée aux médecins qui, quand on D'accord, ça y est, enfin un peu d'argent. voilà. Finalement, je t'ai destiné à dépenser. Si elle peut nous donner 500 000, 1 million pour nous, quoi. Mais il m'a dit non, je ne peux pas faire ça. Tu es encore très jeune. Et cette opération, elle est à risque. Il est fort probable que tu perdes ton utérus. Donc, je ne peux pas, moi, je ne peux pas faire ça. Mon médecin a pris un papier, il a pris mon carnet, il a rédigé, il s'est désengagé, il a dit qu'il ne peut plus me suivre. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il m'a dit, j'ai suivi des femmes qui avaient ce problème-là. Et le traitement que je leur donnais, ça a plutôt marché et tout, mais toi, je n'arrive pas à comprendre. Il a signé, il m'a dit, je vais t'envoyer voir un médecin à la Kenchini et tout. J'ai dit que donc je ne pars nulle part. Si vous dites que vous ne me suivez plus, je rentre à la maison. Je suis rentrée à la maison. Il m'a quand même prescrit, on appelle ça l'IRM. Il m'a dit, va quand même faire l'IRM et tout. Et après ça, tu reviens, je vais voir. Mais je ne vais pas t'opérer. Je suis rentrée. Je ne vais pas prendre les renseignements concernant l'IRM. 250, mais je dis, mais attends un peu, j'ai déjà
presque 1 million vidé dans mon compte bancaire en moins de quelques mois et je n'ai pas encore payé, je n'ai pas encore fait l'IRM 250 000 alors que je n'ai plus d'argent. Je dis non, je rentre à la maison. Je suis rentrée à la maison, je suis restée jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus allée à l'hôpital. Mais est-ce que tu as encore cette opération dans tes perspectives? Non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis debout, je marche, je mène mes activités, je n'ai plus des crises comme j'avais avant, 3 semaines, sur 4 semaines, non. Aujourd'hui, j'ai des crises uniquement quand j'ai des menstrues. Et même parfois, quand j'ai des menstrues, je n'ai pas de crise. Dieu merci. Donc, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai dit à Dieu, je n'irai plus nulle part, vu que je n'ai même plus d'argent déjà. Vu que je n'ai plus d'argent, je ne sais pas où je vais aller et tout, l'opération. Après, même quand je partais, même j'ai dit au médecin de m'opérer, c'était le faux courage, c'est la douleur qui me... c'est la douleur qui me faisait dire ça. Mais sinon, moi, les opérations, moi, croix rouge, j'ai trop peur de ça et je ne veux pas. Mais est-ce que tu es déjà sur le chemin de la guérison quand tu passes que les crises? Oui, je suis sur le chemin de la guérison. Comme j'ai dit, j'ai fait confiance à Dieu et je suis convaincue qu'un jour, je vais me lever, je vais avoir mes menstrues, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ça va avoir des douleurs. Et avoir aussi un enfant. Oui, bien sûr, j'en aurai 3. Et parmi les 3, il y aura des jumeaux. Bravo! C'est tout le mal que nous te souhaitons vraiment de réussir ta vie. Merci. Mais finalement, tu as parlé de la prière. Tu as parlé de mon entourage. C'est ça qui te permet de faire face à tout ça. Exactement. J'ai pris beaucoup de moments de temps de jeûne, de prière. Avec ce que je vivais avant et aujourd'hui, je dis souvent aux gens que il n'y a plus quelqu'un qui va me dire que Dieu n'existe pas. Tu comprends? Il n'y a plus quelqu'un qui va essayer de me faire douter de Dieu. Parce que j'ai vu vraiment sa main. Quand j'avais des menstrues, je saignais 1 semaine. Et quand je saignais, parfois 2 semaines, j'allais à 2 semaines. Après, tu n'avais pas des problèmes d'anémie, par contre? Si, beaucoup. 1 semaine, 2 semaines, et je ne saignais pas petit, c'était énorme. Et parfois, j'avais des caillots de sang, des boules, des grosses boules de sang, comme si c'était la chair qui sortait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ça. Sans traitement, sans plus suivre de Sans traitement. plus suivre de traitement, pas du tout. Et j'ai oublié d'évoquer le fait qu'on m'a même envoyé faire des traitements à l'indigène. Je suis allée faire des traitements à l'indigène. Là, plus je voulais me tuer. Ce n'est pas pour dire que les traitements à l'indigène ne marchent pas. Mon cas, il est différent. Mais je ne voyais pas de résultats, rien. J'étais toujours là. Quand j'avais mal, je pleurais. Parfois, je descends de mon lit, je me couche au sol, je m'enrouge, j'appelle la mort. Je dis, mon Dieu, jusqu'à quand j'ai souffert comme ça? Mais aujourd'hui, quand même aujourd'hui, j'ai un peu mal quand je saigne. Il suffit juste que je prenne, il y a des comprimés là qu'on me prescrit, j'ai une injection là qu'on m'a prescrit. Je fais ça, la douleur passe. Quand je finis de saigner, ça passe aussi. Ça s'arrête en même temps. Et les saignements ne durent plus des semaines. Oui, ça dit, puis c'est 3 jours, je sais. Normalement. 3 jours, oui. 3 jours. Mais c'est vraiment un miracle. Hein. Oui, c'est... Maintenant, aujourd'hui, avec le poids que tu as accumulé à cause des hormones, est-ce que tu parviens à maigrir comme n'importe qui, étant donné que tes hormones ne sont plus pareilles? Non, pas du tout. C'est compliqué. Tu fais tout, tu ne peux pas le voir. Tu es obligé de te réadapter en fait. Je suis obligée de réapprendre à t'habiller. Qu'est-ce qui va aller avec moi? Qu'est-ce que je peux porter? Je suis obligée de réapprendre à t'aimer parce que c'était pas toi avant. Hein. Avant, tu avais 75 kilos. Aujourd'hui, je te retrouve en train d'avoir 100 kilos, 110 kilos. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, c'est Mais est-ce que tu persistes aussi avec les efforts comme tu as persisté pour la maladie et la prière? Oui, je persiste. Vraiment, il m'arrive de temps en temps de faire un peu de sport, de faire ci, au moins pour avoir la forme, même si c'est que le poids ne va pas totalement partir. Je vais pas... Mais de toute façon, tu es très jolie comme ça. Merci. J'essaie. Ok. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci aussi. Nous te souhaitons une bonne guérison. Merci. Est-ce que tu as un message à passer à celles qui souffrent aussi de la même maladie que toi? Oui, un message à passer, il faut croire. Il faut croire parce que quand bien même il y a la douleur et quand bien même tu as mal,
Ne déclare pas des choses qui vont après te tomber dessus. Parce que oui, parfois quand on a mal, on commence à dire des choses. Oh mon Dieu, je ne peux plus. Oh mon Dieu, je ne serai personne. Parce que aucun homme n'a besoin d'avoir une femme qui sera couchée à la maison. Et qui dépense en plus d'être couché. Voilà. Aucun homme n'a besoin de ça parce qu'à un moment donné, tu vas penser que tu es inutile en fait. Mais non, tu dois te lever, tu dois te battre, même avec la douleur là. Moi, parfois, je me levais avec cette douleur, déjà que je n'avais jamais eu personne pour m'accompagner à l'hôpital. Hein. Oui, chacun va à ses occupations, tu dois compter sur toi-même. Avec la douleur là, même en rampant, tu dois te lever, aller à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, on te prescrit des médicaments. Parfois, je faisais le tour des pharmacies. Tu arrives dans telle pharmacie. Ah, oui, et le tour des pharmacies, on connaît ça dans tous les pays, je pense. Tu arrives dans une pharmacie, il n'y a pas le médicament. Après, ça va faire la queue. Après, ça va faire la queue. Je reste comme ça, les larmes coulent de mes yeux. Je cherche d'abord une chaise, je m'assieds. Et je commence à réfléchir, la prochaine pharmacie est de quel côté? Il faut encore te lever pour aller à la prochaine pharmacie, ainsi de suite. Donc, tu n'auras pas forcément quelqu'un avec toi pour t'aider. Donc, tu dois trouver la force. La force, là, tu dois puiser ça en toi, quelle que soit la manière, la douleur que tu ressens et tout ce qui va avec. Donc, moi, je vais conseiller aux femmes qui souffrent de croire. Peut-être elles ne sont pas chrétiennes, peut-être d'autres sont chrétiennes, elles ont perdu espoir, mais il ne faut pas perdre espoir. Il y a un Dieu qui existe, qui guérit de tout. Dieu guérit du cancer, Dieu guérit de tout. Moi, je crois en ça. Et je sais que je suis et je serai un témoignage parce que beaucoup qui ont vécu à peu près ces moments-là avec moi me demandent souvent comment est-ce que tu fais pour dire toujours je vais bien. Toujours je vais bien. Une fois que la crise est passée, tu te relèves, tu es belle, tu t'es coiffée, tu es assortie. Je dis que mais je dois faire comment? Je vais pas rester à la maison, mourir et tout et tout. Non, il faut enlever la maladie dans la tête, dans l'esprit. Il faut toujours se dire je suis bien, je suis guérie. À un moment donné, je dis même que non, je ne souffre plus de cette maladie. Oui, moi, il y a des jours où je dis je suis guérie, je sais que Dieu m'a guérie. Donc, toujours chercher à compter sur soi-même. Et pas trop rapidement, ne pas se dire aussi trop rapidement je vais bien parce que ça a pris du temps. Oui, ça prend du temps, ça prend énormément du temps. Ça te demande un travail énorme. J'ai commencé à... Qu'est-ce que je faisais? Je regardais des vidéos sur YouTube, les vidéos de motivation, des trucs comme ça, les vidéos où des pasteurs amènent les gens à faire des proclamations. Donc, ce que tu ne vois pas, tu dois déclarer ça même si tu ne vois pas. Donc, c'est tout un travail. Et quand tu commences à le faire, au début, tu as l'impression que est-ce que c'est même vrai? Mais plus tu le fais, plus ça commence à faire un avec toi. Donc, tu commences à croire en ce que tu déclares. Et Lady Sonia, par exemple, elle faisait des vidéos où elle amenait des gens à avoir confiance. Et elle fait même partie des gens qui m'ont aidé à guérir de mes blessures émotionnelles parce que je suis passée par beaucoup de choses en dehors de la maladie. Après le décès de mon papa, le rejet, les problèmes de famille et tout ça, je suivais ces vidéos je crois que c'était midi 13h à l'époque quand elle faisait les lives sur Facebook. Oui. Donc, je me retrouve sur les réseaux en train de suivre des vidéos comme ça pour m'amener à relever mon mindset et tout. Donc, oui, il faut croire, il faut regarder, écouter les histoires des autres qui sont passés par des moments difficiles et qui se sont en sortis. Ça aide. Ça aide. Alors, ça aide, celle-là, et vous envoyez la preuve sur elle. Elle est toute souriante, elle est toute belle. Son teint, elle ne va pas nous dire qu'elle a de secret. On saura tout à l'heure. Elle est toute radieuse. Nous espérons que vous aussi, vous le serez à partir d'aujourd'hui. Que grâce à son témoignage, vous saurez, quelle que soit la douleur que vous subissez en ce moment, quel que soit même le projet de douleur qui arrive, quelle que soit la peine qui est programmée par le ciel, mais dont vous n'avez pas encore connaissance, qu'une fois que cela arrivera devant vous, qu'une fois que c'est devant vous, vous saurez vous souvenir d'Abigail et garder son sourire.